On évoque cette violence qui touche toutes les strates de la société. On va écouter un témoignage, j'avais vraiment envie de vous le faire écouter, celui d'un journaliste qui raconte dans un livre qui s'appelle Concorde rouge, le jour où il a été agressé. C'était dans le métro, alors qu'il tentait de porter secours à une jeune femme elle-même en train de se faire maltraiter. Écoutez le récit de cette agression qu'il a fait ce matin dans la matinale de CNews. À la station où je descendais, il est descendu devant moi, une jeune femme est descendue devant lui. En montant l'escalier, il a regardé ostensiblement les fesses de cette jeune femme, il lui a mis une énorme main aux fesses, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment l'agression sexuelle pure et bête comme on peut l'imaginer. Je suis juste intervenu pour dire, bon ça va suffire comme ça, on s'en va, vous savez ce que vous avez fait, c'est bon. Sauf que je ne savais pas, je l'ai appris par la suite, qu'il s'était embusqué dans un des couloirs latéraux. Il avait mis sa capuche, revenu derrière moi. Il avait sauté derrière moi en me donnant un grand coup de poing à la tempe avec son poing et sa bouteille. Donc il m'a littéralement explosé la tempe, j'étais KO directement. Je me rappelle juste avoir vu rouge puis noir, un peu comme dans les jeux vidéo. Et après, il a continué à me briser la tête au sol à grands coups de pied. Quand je suis arrivé à l'hôpital, on m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. On m'a dit, s'il n'y avait pas la peau, votre visage tomberait. Tellement il m'avait émietté le visage, tous les os s'étaient émiettés sous la peau. Et ça a supposé de mettre une cinquantaine de petites plaques de titane sous la peau pour faire tenir tout ça par la suite. L'archétype du petit voyou, avec un fort accent des pays de l'Est, les cheveux à 3 mm, blonds, habillé en noir, des pieds à la tête. Vraiment le voyou de base comme on l'imagine dans un film de John Wick, vous voyez. Ceux qui se font tuer au bout de 3 secondes par Keanu Reeves en général. Voilà pour ce témoignage de Judicaël Hirel qui raconte ça dans Concorde rouge. Une telle barbarie, en fait, commissaire Lebars, on n'a pas le mot, en fait, pour qualifier ça. C'est le quotidien, en fait. Moi, il y a un mot que je voudrais ajouter à ça, parce que ma vie de flic fait que des affaires comme ça, j'en ai vu beaucoup. Ce qui est très grave et qu'on retient peut-être pas comme ça, c'est la gratuité. C'est-à-dire que tout est gratuit et tout atteint des proportions complètement incroyables par gratuité au départ. Évidemment qu'on ne met pas une main aux fesses à une femme, mais il tombe sur quelqu'un qui essaye de faire en sorte, en plus, de passer un message. Ce que tu as fait, et derrière, c'est la gratuité, la lâcheté. Il arrive par derrière, il le met quasiment, il pourrait quasiment le tuer, parce qu'un mauvais coup par derrière dans la tête. Alors des actes gratuits comme ça en dit long sur le niveau de violence et l'état d'esprit dans la tranche de population dont je vous parlais, celle qui n'est pas récupérable en termes de prévention. J'en ai malheureusement plein des histoires comme ça. J'ai connu un jeune primo-délinquant qui a quasiment tué une femme pour lui piquer son téléphone un matin parce que ses copains lui disaient tu y vas et tu nous déçois pas. Donc il y a une surenchère. L'assassin de Marseille, là, le tueur à gages, il a 18 ans. On a le jeu vidéo qui arrive dans la réalité. Donc tout cela, c'est des bombes à retardement. Ça va être extrêmement compliqué à traiter. Je dis pas qu'il y a que ça dans les rues, mais c'est quelque chose qui est en train de s'installer. Nathan Devers, peut-être sur. Alors là, on est vraiment dans le processus de décivilisation. On est en plein dedans. Il n'y a plus de limite à la violence et à la barbarie. Déjà, je note que ce monsieur est héroïque. Enfin, il y a quelque chose là de... Vous savez, souvent on dit que dans le métro, les gens réagissent pas quand il y a des agressions. Oui, et ce qui est vrai, alors il y a un effet aussi qui a été théorisé, c'est une loi psychologique que plus il y a de témoins à une agression, et plus chacun va avoir tendance à passer la responsabilité sur l'autre et à s'exempter de sa part de responsabilité. Mais évidemment que, à mon avis, ce qui explique la lâcheté collective qui peut avoir lieu quand il y a des agressions dans les transports, c'est pas de l'indifférence, c'est même pas de la lâcheté morale, c'est de la peur physique de se retrouver dans cette situation, et que ce monsieur ait fait ça et qu'il se soit, et en plus la manière dont il parle, il y a quelque chose là d'héroïque qui apporte, en effet, face à une barbarie qui est gratuite, qui est dans son expression la plus violente, la plus décomplexée, une main aux fesses, puis quelqu'un qui lui dit d'arrêter, et puis ensuite il continue au lieu de se dire j'ai honte un peu, ou je vais faire petit, je vais me partir, et il continue et il manque de tuer quelqu'un. Donc oui, mais il y a au moins cette lueur de l'héroïsme de cet individu. Voilà, c'est ce que j'allais rajouter. Jean-Sébastien, elle raconte qu'à la fin, c'est elle qui le sauve. Car c'est elle, personne n'est intervenu, et c'est elle qui s'est allongée sur le corps de Judicaël Hirel pour que l'agresseur arrête. Et c'est vrai que donc c'est elle finalement qui lui sauve la vie en prenant elle-même des coups. Exactement, mais moi ce que je trouve terrible, et je vous en parlais tout à l'heure, dans l'histoire aussi de Judicaël Hirel, c'est le parcours du combattant ensuite. Il y a l'agression, et derrière, parce que là où la société a une responsabilité, mais alors en termes, les gens qui sont pas rattrapables, on va pas de toute façon rééduquer les gens. Quoi qu'il en soit, ça prendra du temps avant de pouvoir changer de matrice en quelque sorte idéologique. En revanche, on peut aider les victimes. Ça, c'est possible. Eh bien non, parce que ce soit le cas de Judicaël Hirel ou le cas de beaucoup de victimes dans ce pays, derrière, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas les budgets, donc il n'y a pas les experts ne font pas les expertises, il y a des gens, véritablement, c'est la vie d'eux-mêmes qui est brisée, celle de leur entourage. Non, il n'y a pas. Regardez, Yannick Aleno le raconte aussi dans un autre fait divers tragique, la mort de son fils, la manière dont il a été traité
avec la plus grande froideur. On ne prend pas en compte, on ne prend pas en charge les victimes, alors que pourtant il y a une responsabilité effarante de l'État dans cette situation d'insécurité. Il n'y a pas une fois où vous êtes venu sur ce plateau sans me dire ça, commissaire. Et puis je vais le redire encore une fois, et c'est pas que un problème d'humanité, parce que ça pourrait le sous-entendre que la police n'est pas. Ah non, on parlait pas de la police. Mais je veux dire la prise en charge de la victime. Là, c'est la RATP en l'occurrence. Le procès pénal, est construit depuis 30 ans. En rajoutant loi sur loi qui ne sont que des lois de droit des auteurs. J'ai dit ça une fois à Éric Dupond-Moretti dans une réunion avec les syndicats de police, ça l'a beaucoup énervé. C'est sans doute l'avocat qui répondait plutôt que le ministre de la Justice. La réalité, c'est que la procédure pénale s'est tellement alourdie pour protéger les droits des auteurs qu'on pourrait imaginer que la police pourrait les torturer en garde à vue, que je prends un exemple caricatural volontairement, qui fait que c'est tellement lourd qu'on ne s'occupe effectivement que de l'auteur dans le procès pénal. Il a l'avocat, il a droit à différentes phases où il peut contredire, avoir le droit au silence, refuser d'être entendu par un magistrat, reporter. La victime, elle est toute seule. Et elle est toute seule du début à la fin. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire changer. Parce que la victime, c'est celle qui subit et c'est celle ensuite qui est seule dans le procès pénal. C'est complètement incohérent. Quand il y a procès. Quand il y a procès. Dans son cas, l'agression n'a jamais été retrouvée, donc il n'y a jamais eu de procès. Mais même les indemnisations, ça a été un parcours du combattant pour les obtenir. Concorde de rouge s'appelle son livre. Le commissaire a prononcé un mot vertigineux, c'est le mot de non éligible. Il y a une population qui est non éligible à la rééducation ou même à être un peu calmé, quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et la décivilisation, ça arrive au point où plus personne n'osera se lever de son siège dans un métro parce qu'on dit on va tomber sur des types qui sont ailleurs. Pour lesquels la vie et la mort n'ont aucune importance, de vous tuer n'aura aucune importance, de vous envoyer pour toute votre vie à l'hôpital ou pour un longtemps à l'hôpital n'a aucune importance. Et là, on arrive à la décivilisation, quand plus personne n'osera se lever parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Vous voulez défendre, vous voulez faire un acte, oui, vous avez raison de parler d'héroïsme, c'est un acte héroïque, mais le prix est trop cher à payer. Donc vous laisserez la victime se débrouiller avec son agresseur. On peut pas. À un moment, il faut dire stop. C'est tout. Il y a cet aspect-là, il y en a un deuxième, c'est-à-dire qu'il y a une part de gens qui certainement sont irrécupérables. Peut-être plus qu'avant parce qu'on a renoncé à éduquer les gens à la frustration, bref. Mais il y a derrière ceux qui sont embarqués. Parce que quand on regarde, je me souviens de l'avoir vu aux États-Unis, une carte de New York qui montrait l'adresse des gens qui étaient en prison. Et en fait, c'était pas en moyenne par quartier. Le Bronx a plus de gens emprisonnés que Manhattan. Vous le voyez par cage d'escalier. C'est-à-dire qu'il suffit souvent d'une famille pour que ça fasse des métastases et que les gens qui sont autour soient entraînés dans cette spirale de criminalité alors qu'ils ne l'auraient pas été. Et ça rejoint ce que vous disiez. Quand on sait identifier 30, 40, 50 personnes sur un district, mais qu'on ne fait rien, en fait, c'est ces 30, 40, 50 personnes qu'il faut éloigner ou dont il faut casser les réseaux pour que les autres puissent continuer à vivre. Parce que certains, et c'est pas du tout de la culture de l'excuse, mais quel autre choix avez-vous quand vous vivez dans un environnement comme celui-ci, un environnement mafieux, un environnement de caïd, que de vous y plier? Parce que si vous dites non, moi je vais aller au catéchisme, puis je vais prendre des cours de latin, ou peu importe, ou à la mosquée, où vous voulez, et je vais être très très sage et exemplaire à l'école et réussir, mais de toute façon, vous faites aussi défoncer par ce système-là. Et ça, c'est la responsabilité de la société française qui a laissé s'installer ces zones de non-droit absolu. Alors, Louis Dragnel. Non, mais simplement... bien sûr, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire, mais ce qui m'a frappé, je pense que du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut s'attaquer à cette population non éligible. Malheureusement, en fait, je vois pas trop de solutions parce que l'état de droit ne permet pas l'enfermement administratif. Non, mais quand on réfléchit comme ça aux solutions, en fait, c'est quand même très compliqué. Est-ce que dans le passé, ça s'appelait le bannissement, hein. Oui, absolument. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des hommes politiques et des femmes politiques qui accepteraient de proposer ce type de proposition? Ça m'étonnerait. Moi, ce qui me frappe énormément, et je sais que vous savez de quoi je parle, c'est donc l'explosion de ce qu'on appelle les violences non crapuleuses. Il y a encore 30 ans, 40 ans, ça correspondait à quasiment rien. C'est-à-dire le vol sans raison, l'agression, sans raison. Et ça concernait essentiellement une population de marginaux, des gens qui étaient complètement sortis de la société ou des fous. Aujourd'hui, ça a augmenté. Aujourd'hui, c'est une explosion. Et donc, c'est donc les agressions sans raison. Mais on a énormément de mal. On voit bien que le ministère de la Justice a du mal aussi à caractériser, à comprendre, à mettre des mots. Et puis, comme la justice est la même pour tous, cette catégorie de population, en fait, est traitée de la même manière que quelqu'un qui va peut-être faire une bêtise une fois dans sa vie. Commissaire Le Bars, là-dessus. J'ai un exemple concret qui me vient à l'esprit. Il y a une vidéo qui devient virale sur Internet en ce moment d'une scène qu'on appelle, en termes policiers, le vol à la portière, anciennement vol à l'italienne. Elle est virale. C'est sur l'autoroute A, si je ne m'abuse, je vais vous avec donner des cet touristes exemple-là, très concret. Qui se font braquer. La poche où sont commis les vols portières en France se situe très précisément sur un district qui est celui sur lequel je travaillais, Saint-Denis, Aubervilliers,
et un petit peu limitrophes. Voilà, c'est une poche de délinquants. C'est, à l'époque où j'y étais, une poche d'une 50aine de délinquants qui commettent 90% des faits de vol portière. Et c'est dans cette zone géographique, ils ciblent tout ce qui est tourisme qui vient de l'autoroute A1, tout ce qui est voiture dans lequel il peut y avoir butin, touristes, valises, sac à main. Vol portière, ça veut dire quoi? Alors, vol portière, ça peut être, entre guillemets, délicat. On ouvre la portière, on arrache un sac. Ça, c'est le moins violent. Mais le plus violent, c'est on casse le carreau, on arrache le sac, la personne résiste et en plus, on la frappe. Ça, c'est le vol à la portière. Vous imaginez, vous êtes japonais, parce qu'eux, ils ont ça dans les guides au Japon. Attention, ne prenez pas, atterrissez pas à Roissy-Charles de Gaulle. Vous avez une chance sur 2 d'être agressé. Bonjour l'image de la France. Et j'en viens à ça parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Et je vous dirai comment les pouvoirs publics ont réagi à l'époque. 90% des faits sont commis par une 50aine d'individus qui sont tous mineurs. J'y étais pendant 3 ans dans ce district. Je n'ai jamais vu aucun de ces mineurs incarcérés, malgré le fait que certains d'entre eux avaient commis 50 ou 60 faits. Justice, Jamais. Jamais la justice. Tant qu'ils sont mineurs, ils ne sont pas incarcérés. Et d'ailleurs, ils le savent. Et quand ils sont majeurs, il n'y a plus un majeur qui commet du vol portière. Donc eux, c'est intégré dans leur esprit. C'est le type de délinquance qu'on commet quand on a moins de 18 ans. Ils savent qu'ils passent à travers le tamis. Qu'est-ce qu'ont fait les autorités et j'en ai malheureusement fait partie à mon détriment. Quand la commission Jeux Olympiques est venue, on a nettoyé le quartier, non pas des délinquants, mais on a mis des flics partout pour les empêcher d'agir, pour que la commission se promène, qu'on puisse avoir un quartier pacifié. Et puis quand ils sont repartis, on se retrouve en incapacité d'avoir une justice qui les met au trou. Qu'est-ce qu'on fait dans un an avec les Jeux Olympiques? On va écarter... On va écarter, encore une fois, cette délinquance en mettant plus de policiers. On va espérer que la justice agisse. Voilà, c'est un exemple très concret où il y a une inefficacité totale et accessoirement le message de prévention chez un gamin de 16 ans. Pour celui qui serait éligible à la peine, il passe même pas parce qu'il n'est jamais condamné. En tout cas, à de la prison. Bien sûr, à la prison. J'aurais, face à ce que vous dites, une interrogation et une remarque. L'interrogation, c'est que quand vous parlez de personnes, de panels de personnes non éligibles ou de catégories de population, quels sont les critères? Est-ce que c'est la récidive? Est-ce que c'est la gravité de l'action commise? Parce que concrètement, comment vous dites que quelqu'un appartient à cette catégorie plutôt que simplement qui a commis un délit? Le seul critère que je peux décemment mettre sur le plateau, parce que je suis policier et je peux pas rentrer dans une analyse psychologique d'un profil, c'est la multiréitération. Quand vous avez un individu à un certain âge qui a 50, 60, 70 faits au compteur, je veux dire, il n'y a pas besoin de faire des analyses psychologiques pour comprendre qu'il n'y a rien qui passe. J'en ai connu à 120, 130 faits. J'en ai connu à 17 ans qui sont capables de faire un vol suivi d'effractions et de violences sur des personnes pour prendre une voiture. Enfin, je veux dire, il y a zéro limite. Ils sortent des foyers, ils insultent les magistrats. Bon, je veux dire, à 50, 60, 70 faits, on en a plein dans la nature, des gens comme ça. Alors, je dis pas qu'il faut mettre en prison à vie ces individus, mais la peine doit arriver plus vite et elle doit faire en sorte d'écarter, parce que ça a été dit par Jean-Sébastien Ferjou, moi j'ai vu des expériences où on a mis des interdictions de territoire avec les magistrats qui avaient compris, on a éclaté des bandes et quand vous commencez à les éclater, vous cassez un noyau qui fait que vous avez un apaisement. Donc il faut qu'on s'installe dans la durée sur ce type de décision. Mais par rapport à la question... En un mot, oui. Rappel des titres. Non, par rapport à la question de la récidive, moi justement, la réitération. Et de la réitération. Avant la condamnation. C'est que, à mon avis, c'est là aussi le point aveugle de cette question, c'est que ce qu'on prend pour le remède, la prison, participe aussi à la création de la récidive. Il y a des études qui montrent que, en général, les gens qui sortent de prison, dans l'année, une très très grande partie d'entre eux, je crois un tiers à peu près, commet une récidive dans les 12 mois et donc dans les 2 ans encore plus. On a une prison française où on est à 4 par cellule, on n'oblige pas à travailler, on n'oblige pas à apprendre à apprendre des matières, on réinsère pas, on n'éduque pas dans nos prisons, on enferme. Donc il y a aussi un problème du système carcéral. Là, je suis d'accord avec vous. Ouais. 18h30, le rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Somaya Labedi. Fin des recherches au Portugal pour retrouver la petite Maddy, menée depuis mardi près d'un lac au sud du pays. Les autorités annoncent mettre fin aux fouilles. La police judiciaire a précisé dans un communiqué que le matériel recueilli sera remis aux autorités allemandes. Peine de 10 ans de prison confirmée en appel pour Saber Lamar. L'ancien détenu de Guantanamo a été condamné pour avoir incité des candidats au djihad à partir en Irak ou en Syrie. La Cour d'appel de Paris l'a reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroristes délictuels en 2014 et 2015. La peine prononcée comprend une période de sûreté des 2/3 et une interdiction définitive du territoire français. Et puis les résultats de ce sondage CSA pour CNews sur l'immigration à présent. À la question « Êtes-vous pour ou contre un référendum sur la politique migratoire en France ?» 7 sondés sur 10 ont répondu être pour. 30% des personnes interrogées se sont prononcées contre un référendum. En 3 mois, le camp des pour a donc gagné 8 points puisqu'il n'était que 62% à y être favorable au mois de février. Voilà, 18h30, on fait une toute petite pause, on se retrouve